écoutez, je vais être un peu offensive, mais je vous trouve ambigu entre à la fois, je ne vais pas dire l'apologie de la technologie, enfin disons une certaine défense, et puis une critique. Alors, déjà, vous dites, effectivement, il faut essayer de s'en emparer, de se les approprier. Mais ça demande beaucoup de temps. Je pense que les gens qui pourront le faire, les hackers, etc., souvent, ils y passent vraiment beaucoup de temps. Hein, c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc, ça va créer certainement disons, une catégorie de personnes qui vont être encore un peu des dominants, entre guillemets, qui auront, eux, ce pouvoir de justement de s'approprier cette technologie quand même complexe, et puis il y aura ma foi tous les autres, un peu comme dans le capitalisme, on a des dominés et des dominants. Donc je trouve que c'est ambigu. D'ailleurs, j'ai aussi cette impression de Monsieur Stigler. Hein, voilà, donc je vais chercher à savoir si c'est moi qui me trompe ou si... bon. Et puis, je voulais, alors là, plus gentiment, donc je n'ai pas de questions, mais par rapport au féminisme dont vous aviez parlé tout à l'heure, ou alors, si la question, ce serait, éclairez-moi sur ce que je viens de dire, justement, si vous pouvez résoudre cette ambiguïté que je vous reconnais un peu. Bon, voilà. Donc, j'ai lu récemment un article d'une féministe américaine. C'était un article sur la soi-disant égalité homme-femme aux États-Unis, hein, qui en fait est bien loin d'être gagnée. Et cette féministe américaine disait, c'est Caroline Burke, les likes et les clics ont remplacé l'activisme et les manifestations de rue des générations précédentes. La communication s'est substituée à une démarche politique collective. Voilà. Donc, si vous voulez, peut-être que le côté qui manque un petit peu, c'est cette critique sociale qu'on peut faire quand même sur les nouvelles technologies, si effectivement les réseaux sociaux, ça permet aussi de pouvoir partager certaines choses, mais il faut quand même bien penser que ça s'ancre dans le capitalisme. Et à ce propos, je voudrais signaler 2 sites que peut-être certains ne connaissent pas, mais qui sont dans une critique approfondie quand même de ces nouvelles technologies. C'est Oblomov, hein, comme le héros russe, et Pièces et main-d'œuvre, qui a fait un article qui s'appelle « Web et capitalisme ». Voilà, j'ai fini. Vous êtes vous-même de Pièces et main-d'œuvre ? Non, parce qu'il y a souvent des gens qui sont de Pièces et main-d'œuvre dans les... Alors, si tu veux, moi je revendique complètement cette ambiguïté. De toute façon, comme je l'ai dit au départ, je considère que tu ne peux pas être un être humain, tu ne peux pas t'hominiser, ni même t'humaniser en dehors d'un passage et d'un empoignade de la technologie. Aujourd'hui, aucun adolescent ne peut se construire sans les réseaux sociaux, sans les jeux vidéo, sans affronter à un moment donné le smartphone et ce qu'il peut. Donc ça ne sert à rien d'essayer de s'abstraire de ça. C'est comme aujourd'hui dire, voilà, je suis contre le capitalisme. Oui, on est tous contre le capitalisme. Moi le premier, mais on est tout contre. C'est ça le problème. Et qu'on vit à l'intérieur de ce capitalisme et qu'il faut se battre contre lui à l'intérieur même de ce système. Et c'est pareil pour la technologie. Moi je crois que je suis très clair dans ce que je dis là-dessus. Quand tu parles effectivement de la communication et des likes et des clics et si tu veux, des pétitions en ligne à la place de l'action politique, bien sûr, si tu veux. Pour moi, rien ne remplace le fait d'être dans la rue ensemble à faire quelque chose, ou d'être dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes ensemble à voir des gens et à essayer de construire des cabanes. Là, j'y suis allé il y a 3 semaines et j'ai trouvé ça effectivement fabuleux. Voilà, donc il faut... Non, mais oui, je sais bien. Mais voilà, en tout cas, je veux dire, tu peux pas t'abstraire de la présence du corps. Rien ne sera jamais supérieur à la présence corporelle. Même une conférence. Moi, je dis des fois aux gens, vous êtes sur une conférence, vous êtes là à m'écouter, à dire... Voilà, Alors, ouais, tout à fait, on est d'accord. Je suis désolé, mais comme on est capté, on va pas entendre ce que vous dites hors micro. Oui, c'est ce que je suis. Non, mais on est complètement d'accord là-dessus. Si tu veux, mais simplement de dire, la vérité, et j'abonde complètement dans ce que tu dis, c'est que par exemple, tu fais une conférence là, et là, elle est filmée. Tu regardes la même conférence sur Internet, tu te dis, c'est pareil, j'ai la voix, j'ai l'image, c'est la même chose. Ça n'a rien à voir, tu vois. La présence physique ici, je suis sûr qu'un jour on découvrira qu'il y a de l'énergie qui est balancée de vous vers moi, de moi vers vous, qu'il y a une chaleur, il y a une odeur, il y a quelque chose qui se passe, quoi, tu vois, et qui est bien super. Sinon, le spectacle vivant, il serait mort depuis très longtemps, quoi, tu vois. Voilà. Donc ça, tu le remplaceras jamais. Et c'est l'illusion que te donnent les GAFA de te dire, mais finalement, tout ça est équivalent. L'ersatz, c'est équivalent à l'original. Non, bien sûr, non, tu vois. Ça, je suis d'accord. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions alors, devant, vous êtes au premier rang, donc vous avez la primeur. On va vous donner un micro. Un micro au premier rang.
Ah, mais Ah ouais. y a notre... Bon, non, mais je te donne la parole après, Marc. Ouais. Il faut que ça circule un petit peu. Là, Hop. il y a une dame qui- Voilà. Madame, c'est à vous. Alors moi, c'est deux petites questions qui seront très courtes. Vous nous avez parlé de jeux vidéo qui développent les facultés cognitives et l'imagination créatrice. Donc, est-ce que vous pourriez en Nous citer dire un ou lesquels. deux, parce que moi, je ne connais pas du tout. Voilà, ça c'est la première question. Et la deuxième, c'est, moi, je reviens un petit peu au titre de ce soir. Pourquoi a-t-on peur de ne pas être des machines? Est-ce que vous pourriez un petit peu aussi parler de ça? D'accord, Voilà, ouais, merci. c'est pas mal de répondre à la question. Non, mais par expérience... Surtout que j'avais préparé une réponse, Oui, ce qui est non, quand même mais- incroyable. Il y a toujours quelqu'un qui dit qu'on n'a pas répondu à la question. Vous avez pas raison, on est un peu parti comme ça. Bon, alors pourquoi on a peur Bon, ouais, non, mais je réponds juste sur les jeux vidéo. Sur les jeux vidéo. Ouais, très, très simplement. Les jeux vidéo, c'est un empire extrêmement vaste. Il faut savoir qu'il y a plus de 700 à 800 jeux qui sortent mondialement par an. Je parle des jeux de vraiment d'une taille. Je parle même pas des applis. Hein. Je parle des jeux vidéo jouables sur console. Donc, si tu veux, ça va être difficile à répondre comme ça. Tout simplement, je te donnerai par exemple deux jeux qui sont magnifiques. Un qui s'appelle Journey et l'autre qui s'appelle Flowers, qui sont deux jeux extrêmement poétiques. Voilà, qui avec un gameplay fantastiquement intuitif. Flowers, c'est tu joues le vent et tu es le vent et tu collectes comme ça des fleurs en passant sur des champs, etc. Tu vois. Bon, Journey, ça se passe dans un désert, etc. C'est tout un autre truc. Mais si tu veux, voilà, moi j'ai créé j'ai participé à deux jeux aussi dans ma boîte de jeux vidéo qui s'appelle Remember Me, qui est un jeu d'anticipation, j'ai envie de dire politique, 2084, Paris, où on réfléchit justement aux technologies intrusives, à la façon dont on peut manipuler les mémoires qui sont digitalisées. Donc c'est des jeux qui, à mon sens, font réfléchir, quoi, en tout cas politiquement, et t'obligent à t'interroger éthiquement aussi sur ce que ça veut dire digitaliser une mémoire. Donc voilà, tu as énormément de jeux qui soit t'apportent en termes, j'ai envie de dire, émotionnels, affectifs, au même titre qu'un film, soit t'entraînent à mémoriser des espaces. Par exemple, il y a plein de jeux qui qui te développent une capacité à mémoriser dans l'espace les choses qui sont hallucinantes, tu vois. Donc la critique globale du jeu vidéo est tout aussi absurde que la critique globale du cinéma, quoi. C'est-à-dire les gens qui disent les jeux vidéo c'est de la merde, machin. J'ai envie de leur dire, mais attendez, c'est comme si tu me disais le cinéma c'est de la merde. Non, le cinéma t'as des merdes, t'as des blockbusters qui sont pourris, t'as des petits films qui sont pourris, t'as des grands films qui sont géniaux, t'as de tout, quoi, tu vois. Est-ce que ça va pas un tout petit peu à l'encontre de ce que tu disais tout à l'heure sur la neutralité de la technologie, et la bonne, la mauvaise? Non. Alors après, il faut être précis. C'est-à-dire que sur les jeux vidéo, la différence avec le cinéma, c'est que le jeu vidéo a été construit sur une centralité qui est le joueur doit s'amuser. C'est un jeu, tu vois. Le joueur doit s'amuser, d'accord? Donc, ça peut limiter, si tu veux, et ça je m'en suis rendu compte quand j'ai fait Remember Me, ça peut limiter la puissance, la profondeur et la valeur des contenus politiques, spéculatifs, réflexifs que tu peux amener dans un jeu. Parce qu'à un moment donné, il y a la personne empoigne la poignette, elle a envie de jouer, tu vois. Mais par le jeu, tu peux lui amener énormément de choses. Mais tu vas être limité, et moi j'avais été limité, notamment sur les contenus qu'on pouvait amener. Donc, encore une fois, c'est pas neutre du tout, hein, tu vois, et ça, il faut le rappeler, quoi, voilà. Donc ça a été construit sur l'idée qu'il faut jouer. Mais à travers le jeu, je veux dire, les enfants jouent, les enfants développent énormément de capacités cognitives en jouant. Ma fille a 9 ans, elle fait que jouer, et c'est comme ça qu'elle se déploie, quoi, tu vois, donc faut pas non plus condamner ça. Après, sur la question, pourquoi moi j'adore cette question, hein, pourquoi on a peur de ne pas être des machines. Alors j'ai essayé de faire je vous fais ma réponse parce que je l'avais préparée, tu vois, donc j'ai bossé, hein, quand même, c'est incroyable. Je sais même plus où j'ai mis ça. Alors, pourquoi on a peur de ne pas être des machines? Est-ce qu'il y aurait une sorte de caractère rassurant à en devenir? Ouais, alors je vais répondre comme ça à l'arrache, mais rapidement. Je crois que la première raison, c'est que dans le système technocapitaliste qui est archi-dominant et dans lequel on vit, on nous demande d'être performant, tu vois. Et la machine est l'incarnation de cette performance au sens où elle est normalement fondée sur l'instantanéité de la réponse, elle est fondée sur des mécanismes de fiabilité, de continuité de service, etc. Donc si on était des machines, ça veut dire on serait 24/7, on bosserait 24 heures sur 24, on serait fiable, on ferait en tout cas assez peu d'erreurs, et en tout cas on aurait une continuité de réaction et de performance qui serait précieuse pour l'employabilité, pour la réponse au système. Donc il y a une sorte d'injection comme ça, si tu veux, à être solide et qui s'oppose à une qualité fabuleuse qui est la vulnérabilité, qui est la fragilité, qui est la sensibilité, qui fait partie des grosses qualités humaines. Moi j'adore ce mot de vulnérabilité, je trouve que c'est quelque chose de très beau en fait. Et
devenir une machine, ça serait échapper à cette idée de vulnérabilité. Et qu'est-ce que c'est confortable à des moments de plus être vulnérable, de plus être fragile, de plus pouvoir être touché. La deuxième raison, moi je pense qu'on aimerait bien être des machines parce que ça nous éviterait d'assumer d'être libre. Et ça, c'est quand même une très grosse difficulté aujourd'hui. On est dans un monde qui génère énormément de choix. On a parlé de l'économie de l'attention, c'est-à-dire qu'on nous sollicite sur énormément de possibilités en permanence. Ne serait-ce qu'à Paris, vous êtes constamment sollicité en disant quel film je vais voir, quelle pièce de théâtre, quelle expo. C'est vraiment une phrase de provincial de dire ça. Ouais, c'est vrai. Mais je peux te dire que c'est vrai quand tu vis à Marseille. Mais si tu veux, même en parlant pas de ça, en allant juste sur le réseau, tu as l'infinité des choix en permanence devant toi. Plus les choix sont maximisés, plus l'anxiété liée au fait de choisir est forte. Et plus tu aimerais que des gens choisissent à ta place. Et l'espèce de pulsion vers les algorithmes, les faits de... Il y avait un très bel article comme ça qui disait finalement le lien entre le démagogue et l'algorithme, c'est que toutes les deux te promettent qu'on va pouvoir choisir à ta place et on va te soulager du poids de devoir choisir, quoi, tu vois. Et devenir des machines, c'est avoir cette possibilité de plus avoir à être libre et assumer l'angoisse existentielle de l'être, quoi, tu vois. Après, je dirais qu'il y a aussi le fait on n'a plus à assumer notre part créative quand on est machine, c'est-à-dire qu'on peut rentrer dans le routinier, dans le répétitif, dans le déjà fait, déjà vu. On peut s'inscrire dans nos fatigues et puis on est là, on clique, on répond, on interagit, on clique, on répond. Et qu'est-ce que c'est reposant, quoi. Tu vois, moi je le vois dans mes fins de journée. Tu vois, quand j'ai fini, j'ai couché les gamins, je me mets sur Internet, je suis là à scroller comme un débile. J'arrive en bas de page et je suis soumis à ce qu'ils appellent le design de la dépendance, c'est-à-dire qu'ils construisent les pages web de telle façon que, à la fin, quand tu es bien fatigué, tu vas cliquer sur les 20 plus belles femmes de footballeurs et des trucs comme ça, tu vois. Et je suis comme tous les cons, je fais exactement ça. Et je sens très bien que je suis qu'une machine là, tu vois. Je suis qu'une machine pulsive, pulsionnelle, qu'on active intelligemment par un design complètement pervers et bien foutu. Et il y a des gens qui bossent là-dessus. Hein. Il y a Tristan Harris qui a fait un article, qui est l'ancien designer comme ça de Google sur ces trucs-là, qui a fait un très bel article sur le design de la dépendance. Je vous conseille. Qui culpabilise beaucoup lui. Hein. Ouais, c'est dans Internet Actu. Internet Actu, c'est vraiment à lire, c'est génial. Et voilà, donc ça, se répéter, être routinier, ne faire que réagir à un stimuli, être dans ces grandes chaînes stimuli-réaction, c'est ça être une machine pour moi. Et ça, c'est supra-reposant. Voilà. Et je pense qu'on a tous envie à un moment donné d'être purement machinique, de cliquer quand on nous sollicite. Il y a une notification Facebook, on y répond. Il y a un mail, on va voir le mail, on y répond. Il y a une publicité intéressante avec une jolie fille, on clique dessus, etc. Voilà. Là, ce côté machinique, on est dedans et on adore le faire. Voilà. Et puis peut-être le dernier truc que je voulais dire, c'est que c'est très difficile d'être en mouvement. Voilà. C'est très difficile d'être en mouvement dans sa pensée, d'être en mouvement dans sa perception, dans ses sensations. C'est très difficile de continuer à essayer d'être différent chaque jour de ce qu'on était la veille, de pas encore une fois se répéter, de se décaler de son identité. C'est très dur de s'agrandir un tout petit peu. Et donc tout système machinique, tout devenir machique qui nous permet d'être préprogrammé, de suivre simplement des lignes qu'on a définies pour nous, ça nous fait du bien, quoi, tu vois. Et je pense qu'on a peut-être besoin même à certains moments juste de faire des stases, des petits repos, des petites pauses, en étant dans un devenir machine qui est très, très, très agréable finalement, quoi. Mais tu oublies complètement que l'intelligence artificielle devient totalement sophistiquée, qu'elle nous permet de créer. Je ne sais pas si vous avez entendu. Là, on pourrait parler de l'IA. Non, mais je suis obligé d'en parler parce que je veux dire, je veux pas me faire l'avocat du diable. Mais je ne sais pas si vous avez écouté cette dernière pub radio pour Bouygues Télécom, où l'IA connaît très très bien son utilisateur, l'utilisateur connaît bien son IA. Bien sûr. C'est ce qui vient. C'est pré-sexuel comme conversation. Et le concept même de bot n'est pas du tout juste une blague entre amis. Hein. Je veux dire, bien sûr. on a même maintenant une jeune femme à discuter avec un ami mort qu'elle a refait vivre à travers. Dans Black Mirror, il y a un magnifique épisode. Il y a la même chose de Black Mirror. Juste là-dessus en 2 mots, parce qu'on n'a pas parlé d'anticipation s'il y a une invention qui va arriver, qui va tout changer, c'est l'intelligence artificielle personnalisée. C'est sur votre smartphone, votre IA qui prélève la totalité des traces de ce que vous faites en permanence et qui vous parle avec un robot de conversation, un chatbot. Mais pour notre bien. Voilà. Pour notre bien ou pour notre mal. Alors là, moi, je développe ça beaucoup dans mon prochain roman parce que je pense que c'est la prochaine révolution sociopolitique. C'est qu'on va avoir un alter ego numérique permanent qui connaîtra 10 fois mieux ce qu'on est que notre mère, notre copine, nos enfants, etc. Qui aura la totalité justement des traces. Il y aura une convergence machinique vers ça. C'est-à-dire qu'il cherche la convergence. Hein. Et tout GAFA est là-dessus, quoi. Tu vois, voilà, il y en a qui ont fait Siri, il y en a qui ont fait Alexa, il y en a qui ont fait Cortana, etc. Mais le chatbot personnalisé, c'est-à-dire vraiment l'IA personnalisée qui connaît tout sur toi,
qui dialogue en langage naturel avec toi et à laquelle tu peux demander tout et sur laquelle tu vas projeter la totalité de tes fantasmes. Tu vas en faire une esclave sexuelle, ta maîtresse putative, ta mère, ton père dur et disciplinant dont tu as besoin, ton pote qui te fait des blagues. Tu projetteras sur ton IA ce que tu veux, tu lui mettras la voix que tu veux, tu la personnaliseras comme tu veux, mais ça sera ton premier alter ego, ta première altérité, avant même tout ton cercle d'amis. Ça, c'est flippant. Ça nous arrive gros comme une maison, tu vois. Et c'est passionnant à développer en termes de récit. En tout cas, moi, c'est un des gros points sur les furtifs, c'est un des gros trucs que je mets en place parce que je sais que c'est ça qui vient. Et ils bossent tous là-dessus. Hein. Ouais. On avait une question au premier là et puis ensuite au fond. Là, ouais, il y a notre ami transhumaniste voulait je pense te challenger un petit peu. Mais... Enfin, pardon, tu n'es pas transhumaniste, tu n'es pas encore transhumain, Marc, rassure-moi. Ben écoute, nous on considère que tout le monde est transhumain, donc bienvenue au club. Ça part fort. Ça commence par la provoque. Allez, une petite question. La deuxième provoque, c'est que je suis désolé, mais je crois que au début j'avais commencé à marquer que j'allais dire je suis d'accord avec 80-90% de ce que j'ai entendu, mais sur la fin je suis à 90-95%, donc ça se complique de plus en plus. C'est juste avant la question, une manière de dire aussi que il y a une manière de penser le transhumanisme, par exemple en France, mais en ailleurs, même aux États-Unis, il y a des gens qui essaient de penser le transhumanisme comme ça, ce qu'on appelle un techno-progressisme, progressisme au sens où on l'entend, le progressisme politique, un transhumanisme de gauche. Moi, je dis, j'ai pas de problème, je le dis, et je t'en renvoie cette question-là. Si tu arrives juste, je sais pas, c'est possible d'enlever, à mon avis, 4 ou 5 expressions vraiment fantasmatiques qui ne sont pas ce qu'écrivent vraiment au fond les transhumanistes, à savoir que, tout le monde va me dire mais qu'est-ce que c'est ça, que les transhumanistes prétendent à l'immortalité, que les transhumanistes prétendent à faire disparaître la souffrance, prétendent faire disparaître la vulnérabilité. Si tu arrives à faire disparaître tout ça, qui relève du message publicitaire, du slogan utilisé par la plupart des transhumanistes américains d'abord, et quelques-uns qui reprennent ces discours-là en Europe et en France, la mort de la mort, etc., ce sont des slogans. Donc si tu arrives à enlever toute cette couche-là, est-ce que tu peux... comment tu arrives à comprendre, comment tu interprètes, toi, le fait qu'il y ait des gens qui se réclament du transhumanisme et qui sont communistes, qui sont alternatifs, qui sont écologistes? Il y en a. Comment tu comprends ça? Comment tu arriverais à penser un transhumanisme de gauche? Bah là, si tu veux, déjà, je le découvre un peu, quoi, tu vois. Parce que moi... Parce que c'est vrai que voilà, moi je suis comme tous les blaireaux, c'est-à-dire que je suis saturé par la propagande transhumaniste américaine, tu vois, et le côté para-religieux absolument délirant qui développe, hein, parce que c'est vraiment, il y a le Messie, il y a la prophétie, il y a tout le schéma para-religieux est répété et très bien copié. Donc non, mais il faudrait que tu nous expliques, ouais, voilà, en marge après, on va se rendre compte. Non, mais je pense que c'est pas impossible, mais c'est vrai que ça me paraît balèze, quoi, quand même. Hein, donc. Mais on m'avait dit que ça existait en France et que. Donc après, il faut que tu viennes sur la scène et que tu nous fasses un. Du coup. Ouais. Alors, pardon, il y avait une question tout au fond. Je vais essayer de pas prendre que le premier rang. Je suis désolé. Hein, il y avait des gens. On est un peu aveuglés. J'essaie de répondre plus vite. Moi, non, mais on a encore un bon quart d'heure. Hein, tout va bien. Hein. Alors, moi, j'ai une question et une remarque. Je suis là. Alors, une question déjà... Non, en fait, d'abord la remarque, ce sera plus simple. Sur les rapports de domination, justement, et l'idée de créer une caste des gens qui comprennent et des gens qui ne comprennent pas, de ceux qui peuvent ouvrir le capot et ceux qui ne peuvent pas. Faut s'intéresser à des initiatives comme celle de Framasoft, qui développe son réseau, bon exemple, qui développe son réseau chaton d'éducation populaire au numérique. Et ça, pour moi, c'est le vrai enjeu. On peut ne pas être un libriste qui code et s'intéresser au logiciel libre. Et c'est mon cas, donc voilà. Je le défends. Et j'ai beau ne rien comprendre techniquement au programme que j'utilise, et je sais que s'il le faut, je peux comprendre et des personnes de confiance peuvent le comprendre. Et on n'est pas obligé de savoir soi-même faire pousser ses laitues. Il suffit de savoir faire autre chose pour aider les gens qui savent faire pousser ses laitues à faire pousser ses laitues. Enfin, j'y crois beaucoup en tout cas. Et la question, c'est est-ce que... j'entends bien ton rapport au corps et je sais que tu es un naturaliste, etc. Mais il y a une question de temps aussi, et justement typiquement sur des initiatives libristes comme Wikipédia ou comme des logiciels qui sont faits par des gens qui ne se rencontrent jamais, qui ne se connaissent pas, mais qui collaborent sans se connaître, parfois sous pseudo, parfois sous leur identité réelle. C'est le temps qu'ils engagent, beaucoup plus que le corps qu'ils engagent, pour moi, qui fait sens. Donc je ne sais pas si tu vois un rapport au corps là-dedans, mais c'est... Oui, mais là, tu parles de l'économie de la connaissance, quoi. Tu vois, c'est vraiment, Wikipédia, c'est la connaissance. Donc, par définition, tu échanges du texte, quoi, tu vois. Donc, le logiciel, c'est l'action.
Oui, d'accord, mais si tu veux, ce que tu développes, c'est des articles, quoi. Donc, on est vraiment sur l'économie du savoir, la connaissance, etc. Donc, ouais, mais justement, si tu sors de Wikipédia et si tu sors de la connaissance pure, des gens qui vont faire une distribution Linux ensemble, là, pour le coup, elle fait fonctionner des appareils qui vont être utilisés par des vrais gens pour faire des vrais trucs. Globalement, là, ils sont dans une économie de l'action, ou en tout cas de donner le pouvoir à des gens de faire des actions, et ils ne sont pas dans un rapport corporel à ça. Oui, et alors c'est condamnable là. Ah bah non, c'est pas parce que c'est pas corporel que c'est pas bien. Enfin, tu vois, je veux dire, Wikipédia, c'est un miracle pur pour moi. C'est magnifique Wikipédia, quoi. Tu vois, s'il y a une chose qu'il faut retenir d'Internet, c'est ce miracle-là, quoi. Tu vois, de gens qui à distance créent une encyclopédie dont moi je me sers tous les jours. Mais vraiment dans ma création, le truc dont je me sers le plus sur Internet, c'est Wikipédia, quoi. Tu vois. Parce que sur n'importe quel sujet, je peux y aller. Il y a des choses. Alors, je prends pas tout pour argent comptant, etc. Mais c'est fabuleux, quoi. Tu vois. Et c'est du contributif pur, quoi, tu vois. C'est génial. Voilà. C'est pas parce que ça utilise pas le corps, là, pour le coup, que c'est pas fabuleux, quoi, tu vois. Je me permets de te demander si tu es contributrice Wikipédia à mes heures. Et ce sera intéressant qu'on discute parce que 90% des contributeurs sont des hommes. Et pour un prochain article. Non, mais c'est vrai. C'est un problème. Et développer l'inclusivité dans ce type de milieu, on est totalement d'accord. J'ai fait une conf il y a 2 jours. J'ai attendu 3 minutes avant le départ de la conf pour qu'il y ait 3 filles dans la salle. Et je voulais commencer ma conf par bonjour à toutes et à tous. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais est-ce que je vais pouvoir, quoi ? Tout simplement, il n'y avait pas de filles dans la salle, c'était désespérant. Alors on discutera parce que je prépare un article sur la question, mais c'est complètement off. Ok. Non, mais c'est intéressant de savoir pourquoi. Ouais, c'est intéressant. C'est toujours cette histoire de voilà, code, contribution libre égale mec, égale Linux, égale barbe. Une autre question, notre ami devant. Alors là, pour le coup, je vais reprendre au premier rang. Tu avais. Monsieur au deuxième. Là. Ouais, et le monsieur au deuxième. Ouais. Puisqu'il faut prendre en compte la place du corps, je me demandais quoi faire du corps des policiers, parce que moi j'ai l'impression que derrière toutes les technologies, quand on essaye en fait de résister un petit peu, il y a le premier temps où on fuit et on ne prend pas de téléphone portable, et puis après il y a le temps où on essaye de commencer à faire quelque chose, par exemple dans l'anti-pub, ce que j'essaye de faire moi, et en fait derrière chaque technologie qu'on essaye de déployer un petit peu et de transformer, il y a toujours un policier qui nous dit mais tu peux pas faire ça. Et en fait cette question du corps, moi j'ai l'impression qu'en effet on est démunis et qu'on a oublié nos corps un peu. Mais c'est peut-être aussi parce que les technologies qui contrôlent nos corps sont beaucoup plus importantes qu'avant. Je sais pas, je lisais il y a pas longtemps un bouquin de Blanqui qui est l'appel aux armes aux Parisiens, dans lequel il explique comment il faudra faire la révolution. C'est une lecture. Ouais, c'est pas mal. C'était intéressant. Et je me suis dit, on est vraiment des blancs-becs, on n'engage jamais notre corps. Et ça, c'est quelque chose qu'on met jamais dans la balance parce que à partir du moment où il y a une peine de prison en face, il y a personne qui lutte. Là, tu poses quelque chose de très intéressant. C'est à partir du moment où tu as un engagement réel et situé, où tu as un corps dans l'espace qui fait quelque chose, tu vas te confronter vraiment au pouvoir. Et le pouvoir, il est incarné, et c'est d'abord le policier, tu vois. Et ça, tu vois, moi, tu me fais penser à cette citation que j'adore, c'est dans les manifs, rien ne sert de partir à point, il faut d'abord courir, quoi, tu vois. Mais c'est ça, quoi, tu vois. Donc, et tu vois, j'aime beaucoup, ça me fait penser aussi à la phrase de Foucault, il dit un pouvoir qui est d'autant moins corporel qu'il est plus savamment physique, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'on te donne l'impression que le pouvoir s'exerce sur toi de façon effectivement dématérialisée, et c'est le cas, tant qu'il peut avoir une aérodynamique très forte et ne pas passer par les corps, donner l'impression qu'il passe pas par les corps, il le fait. C'est pour ça que les réseaux Internet et la dématérialisation est très intéressante pour eux aussi. Mais à partir du moment où ça commence à devenir concret, là tu vas voir, effectivement, il redescend, puis tu as des corps, tu as des mecs qui sont hyper protégés, tu as des équipements en plus hallucinants de performance, quoi, et toi tu es là avec ton petit foulard et tu cours, tu vois. Ouais, tu as raison, c'est sûr. Je me permets d'ajouter que dans ton panthéon personnel des héros de SF, pour revenir un petit peu sur les contre-cultures, même si je sais que tu n'aimes pas trop le terme, on a le Néo de Matrix, du premier Matrix. Ouais, c'est bien de le préciser quand même. Ouais, non, mais j'ai beau revu les 2 et le 3, c'est vraiment voilà, c'est autre chose. C'est incroyable de faire un épisode aussi extraordinaire et de faire de la merde autant. Et puis il y a Sam Laurie de Brésil, mais qui lui finit mal tout en gagnant. Alors il y a cette ambiguïté. Il a un problème de corps, mais sa cause l'emporte. Mais tu vois, si tu regardes Neo dans Matrix, il y a un truc très beau à la fin, c'est que il va derrière la Matrix, il comprend la Matrix, c'est-à-dire que c'est le vrai hacker, quoi. C'est-à-dire que c'est celui qui ouvre le capot, tu vois. Il ouvre le capot, il peut arrêter les balles, il peut démonter ce qui se fait, etc. Tu vois. Et finalement, le message de Matrix, c'est ça, quoi. C'est rentrer dans la Matrix, ouvrez le capot et vous allez pouvoir stopper ce qui est en train de
se passer quand il stoppe les balles. C'est cette magnifique métaphore. C'est ça la force de la SF, c'est quand elle arrive à métaphoriser quelque chose d'aussi complexe. Quoi. Alors, le jeune homme au deuxième rang. Merci. Bonsoir. J'avais une question pour vous. Pensez-vous que les interfaces qui mobilisent à la fois le corps et l'esprit peuvent réconcilier le monde numérique et le monde réel dans lequel on baigne en permanence, comme par exemple, je vais prendre un exemple du passé, que je considère du passé, la Wii, maintenant actuellement la VR avec la réalité augmentée et peut-être plus tard avec la biomécanique. Est-ce que ces moyens-là peuvent réconcilier ces deux mondes qui semblent actuellement en conflit ? Ouais, super belle question. Moi, je n'ai pas la réponse comme ça. Simplement, moi, ça m'a toujours intéressé l'IHM. L'interface homme-machine, c'est une de mes premières conférences d'ailleurs. Et je crois j'ai beaucoup espéré, je continue à beaucoup espérer sur les interfaces corporelles pures, voilà, gestuelles. Effectivement, la Kinect, effectivement, la Wii, effectivement, la réalité virtuelle avec les casques, etc. Parce que tu engages le corps, tu es debout, tu agis. Tu n'es plus sur le système que j'appelle purement spéculaire, c'est vraiment lié à l'optique, au nerf optique, et puis vraiment audiovisuel, c'est lié au... Donc on a eu quand même les deux sens qui sont... le sens le plus dématérialisé dans l'espèce humaine, c'est l'optique, et c'est le plus sursaturé. Bon. Tout système, toute interface qui passe par la voix, le toucher ou effectivement le corps me paraît engager quelque chose de plus intéressant. Voilà, ça c'est ma sensation. Maintenant, est-ce que ça suffit? Est-ce que c'est décisif? Je ne sais pas, quoi, tu vois. Simplement, sur les interfaces, moi, ce que je vois aussi, c'est qu'on a décidé à un moment donné que l'interface devait être toujours la plus simple possible. C'est-à-dire qu'on a posé le design des interfaces comme quelque chose qui devait aller vers la fluidité maximale. Et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait contrer. Voilà. Je pense qu'on devrait créer des systèmes d'interface complexes, difficiles, qui nécessitent un apprentissage, qui nécessitent une formation, qui prennent plus de jours à habituer, à maîtriser, et qu'on aurait du coup des façons de naviguer, d'interagir avec la machine qui seraient beaucoup plus intéressantes. J'avais étudié ça à un moment donné, mais par exemple, tu vois, cette espèce d'interface où voilà, tu es sur le menu, tu descends et tu cliques et machin. Il y a des systèmes qu'ils avaient mis en place qui sont superbes, j'avais vu des chercheurs bosser là-dessus, qui sont des systèmes rotatifs comme ça, où avec des angles de souris ou des angles de doigts, tu réouvres des systèmes de menus sur 200 ou 300 niveaux très très vite, juste en tournant avec 2 doigts, 3 doigts, tu tournes, tu crées un angle, hop, tu accèdes au dossier, tu vas... C'était magnifique, sauf qu'il fallait 2 ou 3 jours pour que les gens les apprennent, les assimilent. Or, aucun industriel, toujours le principe de facilité, grand public, machin, n'a voulu développer ça. Donc, on a des interfaces super régressives, super simplifiées de plus en plus. C'est-à-dire que ma gamine de 2 ans est capable d'utiliser n'importe quelle interface aujourd'hui. Je ne trouve pas que c'est un progrès, en fait. Tu vois ? C'est plutôt inquiétant. Voilà. Et je pense qu'on devrait complexifier les interfaces et se dire, OK, je fais de l'interface compliquée, on va prendre le temps, mais on va permettre de développer justement des facultés et physiques et cognitives beaucoup plus intéressantes. Voilà, c'est mon avis là-dessus. Merci. Voilà. Au fond. Oui, bonjour. Je ne sais pas si c'est une question ou un point comme ça qui m'était venu en vous écoutant. Je me demandais si on ne peut pas faire la différence quand même entre le savoir, la connaissance et les connaissances. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a effectivement, pour reprendre l'exemple de Wikipédia, une transmission du savoir et éventuellement des connaissances, mais est-ce que ça ne ferait pas l'économie de la connaissance, c'est-à-dire de ce que ça pourrait impliquer, enfin c'est une question, de ce que ça pourrait impliquer de travail de la pensée, de se réapproprier les connaissances ou le savoir. Ça, c'est une première chose qui me venait. Et l'autre qui renverrait à ce que vous disiez à propos de la machine, du machinal, et de peut-être pourquoi votre question qui était pourquoi a-t-on peur de ne pas être des machines, je repensais à la question de l'automate. Et ça rejoindrait un petit peu la question du féminin par ailleurs, d'ailleurs, et à la nouvelle de Villiers-Linadan qui s'appelle Les Futurs, où il montre comment finalement la création d'une femme parfaite, une créature d'ailleurs qui serait une créature de rêve, répond totalement à ce qui pourrait être attendu d'un homme. Donc il y a quelque chose là du lien entre le masculin et le féminin, et qui me semble intéressant. Enfin voilà, je ne sais pas si on peut en dire quelque chose de plus. C'est 2 points différents, quoi. C'est ton grand oral. Je préfère qu'on. Non, mais très bien. Non, mais des fois, c'est pas vraiment des questions, c'est des. Non, mais sur la connaissance, c'est intéressant. C'est des ouvertures. Oui, moi, je suis pas d'accord avec ça au sens où
oui, il y a un côté consommation de savoir, il y a un côté accès très direct et parfois très catégorisé à des informations qui fait que tu te dis, bon, est-ce que je pense vraiment, parce que je vais chercher du savoir, je me gave un peu et puis je pique à droite et à gauche. Mais en même temps, quand tu ouvres beaucoup d'articles Wikipédia, il y a quand même des éléments de pensée, ça te force à penser, ça te force à réfléchir, et donc ça t'aide à construire quand même ta pensée, ta réflexion. Après, si tu l'as pas appris à l'école, si on t'a pas aidé à construire cette faculté-là, t'es comme une oie qu'on va gaver stupidement, tu vois. Tu peux pas apprendre à penser comme ça tout seul. Enfin, ça me paraît difficile, juste en surfant sur Wikipédia, quoi, tu vois. Mais si tu as eu un tout petit peu d'apprentissage, Wikipédia t'aide et te construit, quoi, tu vois. Donc ça t'aide à penser, quoi. Ouais, il manque clairement le corps de l'autre, là, pour le coup. Oui, parce que si tu veux, dans l'enseignement, tu vois, moi j'en parlais avec ma femme qui parle le français, dans l'enseignement, il y a une dimension affective. Je veux dire, tu écoutes quelqu'un parce que tu as envie de l'écouter aussi, parce qu'il y a quelque chose qui t'est sympathique dans ce que dit ton professeur, tu vois. Il me disait, voilà, des élèves qui ont énormément de mal à accrocher, elle les accroche par l'affectif. Et la dimension affective dans un enseignement, elle est parfois 10 fois plus forte que la dimension purement spéculative, conceptuelle, abstraite que tu enseignes aux gamins, quoi, tu vois. Et c'est normal, et c'est très bien comme ça, quoi, tu vois. Il faut faire passer de l'émotion, faire passer des affects, tu vois. Et c'est comme ça que l'enseignement et l'envie de penser. Moi, j'ai eu des profs de philo qui m'ont fait passer beaucoup d'affects, qui m'ont donné envie de faire de la philo, tu vois. Oui, c'est du côté du transfert pour moi. Ouais, du transfert, ouais, complètement. Ouais. Une dernière question, peut-être ? Non, mais il y a 15 mains qui se lèvent, alors 2 questions. Un homme, une femme, d'accord ? Moi, je vois rien, on est complètement ébloui. Il y a une fille. Ouais, il y a une fille. Une fille qui pose une question. Une fille. Non, mais il a le micro. Voilà, tu vois, la préemption masculine. Non, mais honneur aux femmes, hein, si. Non, mais t'as le micro, vas-y. Puis on essaie de faire. On t'oublie pas, vraiment, on t'oublie pas. Ok, bon. Alors moi j'ai 2 questions. Il y en a une qui du coup est peut-être plutôt une ouverture. Je sais pas si c'est les doubles questions. Alors 2 questions et 3 commentaires. Il y en a une qui est très courte. La deuxième est très courte. Et la réponse sera courte aussi, je pense. Non. Si. Vas-y. Alors, par rapport au fait d'avoir peur de ne pas être des machines, est-ce que dans une société où on est de plus en plus suivi, comme celle où on est aujourd'hui, le fait d'avoir peur de ne pas être des machines, c'est tout simplement le fait d'avoir peur de disparaître dans un écosystème qui est largement numérisé et en tout cas doublé de numérique à tous les points de vue. Je prends un petit exemple perso rapide. Moi, je suis blogueur, je pratique les réseaux sociaux à très haute dose. Et si je ne tweete pas pendant 2 jours, j'ai l'impression de plus exister du coup, parce que ça va trop vite, etc. Voilà, ça c'est la première ouverture qui est peut-être une question, je vous laisse répondre. Et un aveu. Et un aveu assumé. Et ma deuxième petite question, c'est les furtifs, ça sort quand ? Ah, le salaud. Sur ta question, je pense que pour pas mal de gens, les gens demandent à la technologie d'être une preuve d'existence sociale. Ouais, c'est clair. Voilà. Et une preuve d'existence tout court. Et c'est normal. Et c'est pour ça que je crois beaucoup à l'intelligence artificielle personnalisée, parce que cette intelligence-là va te donner un certificat d'existence permanent, parce que tu pourras lui parler tout le temps, et elle va sans arrêt te répondre. Mais c'est quand même supra grave d'avoir besoin de la technologie pour cette preuve ontologique-là, quoi, tu vois. Donc, bon, ça fait flipper. Les furtifs, je dis ça maintenant depuis quand même 1 an, c'est fin 2017 normalement, si tout va bien. C'est le chapitre 4, j'avance, pas assez. Sur combien ? Parce qu'en fait, Ouais, c'est ça, les gens disent chapitre 4. Bon, généralement, souvent c'est 16, 18, 20 chapitres. Donc oui, c'est pas fini, hein, mais voilà, je collecte des matériaux, ça devient de plus en plus... En fait, je devrais publier les cahiers, en fait, ça serait plus simple. J'ai 3 cahiers de 200 pages remplis, d'idées, de réflexions, de machin. Je devrais publier les cahiers, puis voilà, comme ça, ce serait plus simple. C'est horrible de devoir écrire le livre, parce que c'est évidemment extrêmement difficile, extrêmement long. Parce qu'il est là, quoi. Donc il est là, mais après, entre ce que tu as à l'intérieur, dans ta tête, et ce qu'il faut écrire, là, c'est l'incarnation. C'est-à-dire que justement, c'est que des petits tas de lettres sur une page blanche, mais l'incarnation que ça demande pour les écrire, c'est une consommation énergétique bien supérieure à tout ce que tu peux faire par ailleurs. Voilà, faire une conférence, c'est beaucoup plus facile que d'écrire. Donc, comme je suis comme tout le monde, je fais les choses les plus faciles avant les plus difficiles. J'ai tendance à me laisser avoir, quoi. Enfin, tu vois, en tout cas, à pas être assez centré, pas être assez. Mais c'est intéressant, tu vois, comment je suis piégé aussi moi en tant qu'auteur dans le fait que voilà, t'es sollicité.
Et j'avais pas ce problème sur mon premier livre où Internet n'existait pas et où j'étais tranquillement isolé dans la Drôme pour écrire, quoi, tu vois. Sur le premier, c'était ça, quoi. Voilà, donc ça touche aussi à la création, ça touche à la difficulté de créer. Moi, je crois qu'il y aura une dégradation globale de la création dans les 20 prochaines années. Elle a déjà lieu parce que, tout simplement, ce temps absolument indispensable d'isolement, d'abstraction de toute sollicitation, d'extraction de l'économie de l'attention, devient de plus en plus difficile. Voilà, ça devient de plus en plus difficile et du coup les gens sortent des livres trop rapides, écrits en 6 mois, en 9 mois, en 1 an. Et pour moi, un bon livre, il faut 2 ans, 3 ans pour sortir un bon livre, un livre qui tienne vraiment debout. Donc c'est un enjeu intéressant, hein. De l'impact des nouvelles technologies sur la dégradation des conditions de création. On fera une thèse là-dessus, ce serait rigolo. Ouais. C'est malin d'avoir posé cette question, regarde maintenant. Tu m'as déprimé, c'est bon. Putain. Merci. Dernière question, mademoiselle. Non, ensuite plus personne. Ensuite, ce sera à la cool entre nous. Mais je crois qu'il se passe quelque chose dans cette salle juste après, donc il faut faire un petit peu attention. Merci. Du coup, je voulais vous demander si vous connaissiez le livre Ravage de Barjavel, qui est un roman d'anticipation aussi, mais beaucoup plus proche de la société de nos jours, un peu, où c'est un peu la société basée sur les technologies qui est poussée à l'extrême et tout s'effondre d'un coup, plus rien ne fonctionne. Et j'ai pas envie de dire la fin devant tout le monde, mais je voulais savoir si vous connaissiez et qu'est-ce que vous en pensez. Pas du tout, non. Je vous conseille vraiment, c'est magnifique à lire. Et sinon, je voulais aussi parler de quelque chose qu'on n'a pas trop abordé, c'est la technologie en tant qu'outil de libération en fait, du temps pour les hommes et les femmes. Au niveau du travail, par exemple, tous les métiers dont on se passerait bien, qui se détruisent au fur et à mesure et sont remplacés par des robots. Et finalement, c'est pas si mal non plus parce qu'on pourrait libérer du temps à consacrer à des choses plus élaborées que ramasser les poubelles ou fabriquer des voitures. Et je crois que c'est tout ce que je voulais dire. Ah oui, et du coup, je voulais vous parler d'un mouvement qui est basé sur cette idée justement de libération du travail par la technologie, qui s'appelle le mouvement Zeitgeist, qui imagine une cité complètement organisée autour de la technologie, qui s'appelle la cité Vénus, il me semble, où tout serait basé sur les technologies et libérer les hommes du travail, en fait. Voilà. Merci. Non, c'est rigolo que tu parles de ça parce que je travaille, je suis commissaire d'exposition sur la Biennale internationale du design de Saint-Étienne sur l'avenir du travail. Voilà, donc on a travaillé avec le collectif de science-fiction Zanzibar sur ces thèmes. Donc je suis à fond dedans. Là, j'ai passé ma journée à enregistrer des textes autour de ça. Oui, complètement d'accord avec toi, mais là, c'est un changement de paradigme social extrêmement puissant à mettre en place, c'est de dire, ok, allons au bout de la robotisation, allons au bout de l'automatisation, mais acceptons qu'il y ait un revenu universel pour tous, que tout le monde en bénéficie, que la richesse produite par les machines et par le capitalisme soit enfin redistribuée à tous, et qu'on découple l'idée que le revenu doit être corrélé au mérite. Voilà, on a une société, on est le produit de millénaires d'innovation technologique, on en bénéficie tous, on doit tous en bénéficier. Donc on mérite absolument tous de toucher un revenu universel et de libérer du temps pour faire des choses qui valent la peine d'être faites, quoi, tu vois. Et qu'au lieu de se crisper sur l'idée, gardons notre travail, il n'y a pas d'autre sens à la vie que de travailler, etc., allons au bout, libérons effectivement le travail, mais donnons les moyens aux gens de vivre décemment, quoi, tu vois. Donc, moi, je suis pour ça, je suis pour le revenu universel, mais un revenu universel à un bon niveau, quoi, qui nous libère de l'obligation d'être esclave du système techno-capitaliste. Allons au bout de ça, effectivement. Et ça sera vraiment intéressant. En tout cas, on pousse là-dedans dans notre délire à nous, quoi. Ok, merci beaucoup.